Fréquence autodafé. Un podcast présenté par Torquemama et Joseph Cap. Épisode 2. 1984, novlangue, Orwell, prophète. Bonsoir Torquemama. Bonsoir Joseph. Alors, vous devez l'entendre, le son est un peu différent. C'est grâce à deux amis et un membre de notre famille, donc dans l'ordre Kevin Ismaël et Stanislas, qui nous ont offert de quoi nous acheter une petite table de mixage, des micros, et on peut brancher ça sur l'ordinateur, et donc c'est un son beaucoup plus correct, ce qui nous permet d'enregistrer dans les conditions du direct, et aussi de faire des erreurs du coup de production, similaires à celles qu'on pourrait faire en direct, mais on va s'habituer, et puis au final, ça va assez rapidement être plus confortable, pour vous comme pour nous. Voilà, alors ceci dit, vous avez rien fait, Fréquence autodafé, là, pendant tout ce temps? Non, la famille... Le travail, la famille et la patrie. Ouais, c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai eu mon second semestre de maths l'an dernier qui m'a montré que j'avais peut-être les yeux plus gros que le ventre. Ça a été compliqué à passer. Et puis, toi, tu as beaucoup travaillé pendant cet été sur la préparation des programmes scolaires pour les enfants. Oui, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une activité assez prenante. Si on ne se cantonne pas au cahier de vacances vendu à Lidl, comme c'est le cas dans notre pays pour beaucoup de gens qui font du homeschooling. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu en dehors de la ligne éditoriale sur les femmes et l'Église, mais dont on avait quand même parlé dans notre épisode de présentation. Oui, nous allons aborder le roman d'Orwell, 1984, et parler de la novlangue. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme je l'ai dit pendant l'épisode de présentation, donc moi j'ai un doctorat de linguistique en sémantique, et il s'avère que en plus, justement pendant que je passais ce doctorat pour les loisirs, je lisais Orwell. Et quand on connaît Orwell et quand on connaît la sémantique, il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre parler de novlangue à tous les coins de rue. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette fameuse pandémie de coronavirus. On a eu une recrudescence de référence à 1984 et à la novlangue. Et donc voilà, alors c'est pas que j'ai besoin de faire une thérapie, c'est juste que je pense que ça peut être intéressant pour les gens de savoir de quoi ils retournent, en fait. Parce que tu penses qu'ils l'utilisent pas forcément bien, ou... Ah non, je suis sûr que c'est n'importe quoi, D'accord. En fait. Okay. Et c'est comme ça permet aux gens de savoir dès le début, en fait. Ouais, s'ils doivent éteindre. Pour dire qu'en gros, tout le monde fait un peu n'importe quoi. Disons qu'après, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, ça va être de manière involontaire, je pense. Parce que déjà, est-ce que toi, tu as lu 1984 ? Non, voilà, c'est moi, je pense que j'en ai principalement eu des extraits dans les livres de français, littérature, du collège, du lycée. Tu sais, souvent, il y avait des extraits à analyser sur l'utopie, la contre-utopie, etc. Donc Orwell, forcément. Non, moi, j'ai plutôt lu, j'ai lu La ferme des animaux, mais pas 1984. Et donc, ou alors je m'en souviens pas. Mais vraiment, je pense pas l'avoir lu en entier. Je pense qu'en fait, on est beaucoup dans ce cas-là, à ne pas l'avoir lu, et en avoir connaissance uniquement à travers les cours de littérature du collège et du lycée, ou alors de l'avoir lu en diagonale, justement au collège ou au lycée, quand on n'a pas cette connaissance, en fait, pour le comprendre, et qu'on a des profs un petit peu leader price. Bon, et du coup, ça permet de pas forcément en parler à propos. Oui, puis certainement aussi les références en fait qui sont faites constamment dans la presse. Bon, et donc c'est pour ça moi que je voulais parler de ça. Je l'ai lu plusieurs fois en fait, 1984, assez jeune, et puis ensuite je l'ai relu, je dirais au moins 3 ou 4 fois
au long de ma très longue vie, n'est-ce pas? D'accord, donc tu pourrais peut-être nous faire un petit résumé? Ouais, je vais faire un petit résumé. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais surtout, en tant que linguiste, justement, parler de la 9 langues. Et après, peut-être dévier sur les notions de perte du sens, de dénaturation du sens, qui vont avec ça aussi, dont on entend beaucoup parler aussi. Donc oui, je vais faire un résumé de 1984, mais notamment je l'ai relu cet été rien que pour vous, en fait. Et c'était assez drôle parce que moi c'était un roman que j'aimais bien à la base dans le passé. Et alors je sais pas ce qui s'est passé, ça doit être justement la conversion au catholicisme, mais j'ai trouvé que c'était un livre assez infect en fait en le relisant. J'étais assez écœuré par certains passages. Alors bon, 84, c'est un roman qui est écrit à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et qui est largement inspiré du propre aveu d'Orwell. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans les 4 tomes de correspondances et d'articles qui ont été édités chez Ivrea. C'est assez intéressant si on veut connaître le personnage d'Orwell, et c'est assez facile à lire en fait, ça se lit vite. Donc, c'est de son propre aveu très inspiré d'une dystopie russe et de quelques autres romans qu'il avait lus à l'époque. Parce qu'en fait, c'est déjà le premier point, c'est qu'en fait 1984, ça cible, de la même manière que La ferme des animaux d'ailleurs, ça cible le stalinisme, en fait la dictature stalinienne, le fonctionnement du communisme à la Staline. Et voilà, le livre a eu, il me semble, si je me souviens bien, des problèmes à apparaître. Enfin, c'est surtout La ferme des animaux, donc je sais qu'il y a eu des problèmes à l'apparition, parce que justement, à la sortie de la guerre, en fait, les communistes étaient encore bien vus. Ils faisaient partie des vainqueurs, et même dans les pays occidentaux, ils étaient plutôt bien vus. Et donc, on ne critiquait pas si facilement que ça, à cette époque-là, en tout cas, l'URSS. Donc, le livre lui-même est composé de 3 parties et une annexe. Dans la première partie, on découvre le héros, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, il a pas grand-chose d'héroïque, comme on va le voir, et son environnement, donc Lingsoc, contraction de English Socialism, et donc c'est le régime d'Océania, parce qu'il y a 3 blocs, 3 superpuissances à cette époque-là. Un bloc on va dire atlantique, avec les États-Unis et les îles du Royaume-Uni. On a après le continent européen, un bout de l'Afrique et la Russie, il me semble, qui vont être un autre bloc, et puis après le bloc asiatique qui va être la Chine, le Japon, et puis il me semble certaines îles du Pacifique. Enfin bref, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressé, la géographie. En gros, il y a trois blocs, 3 entités qui dominent sur Terre et qui se livrent une guerre perpétuelle. Donc le livre va s'ouvrir sur Winston, un héros donc qui amorce l'écriture d'un journal intime. Ce qui pourrait l'amener, rien que l'écriture de ce journal intime, pourrait l'amener dans un camp de travaux forcés s'il se faisait prendre. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. Et mais d'ailleurs, quand j'ai relu le livre, en lisant l'ouverture et ce qu'il écrivait sur son livre, j'ai tout de suite pensé à Jean-Yves Le Gallou, qui aime beaucoup parler de 9 langues et de 1984. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un de droite, qui a été au Club de l'Horloge et tout pendant longtemps, qui maintenant travaille sur TV Liberté pour débunker les médias dominants, on va dire. Et bref, on en reparlera peut-être plus tard de cette ouverture de journal, mais je trouve que c'est assez peu compatible avec l'extrême droite française, c'est assez rigolo. Donc voilà, il écrit ce journal, et pour lui c'est d'autant plus difficile de faire ça parce que, comme tous les autres membres du parti, il est surveillé en permanence dans son propre domicile par le biais de sa télévision. Et en fait, dans ce journal, il va exprimer son angoisse de ce qui l'entoure et sa haine du Big Brother, qui est le dirigeant mythique du pays. Alors on découvre aussi dans cette première partie son travail, qui consiste à réécrire constamment l'histoire. Enfin, c'est plutôt que l'histoire, c'est en fait c'est l'actualité, quoi. Enfin, une histoire immédiate. C'est-à-dire qu'il réécrit les documents qui font la mention d'événements récents dont le parti veut changer la mémoire. Et cette réécriture de l'histoire, c'est un des piliers du régime. La deuxième partie va couvrir la rébellion de Winston. À la fin de la première partie, il est approché par une jeune femme qui cherche à avoir des relations sexuelles avec lui.
Parce qu'une autre des choses très importantes de la politique du parti, c'est la chasteté et l'anéantissement du plaisir lié au sexe. Donc les deux sont obligés de se comporter vraiment comme des résistants, quoi, pour se retrouver, copuler. On est vraiment, en fait, dans une complète analogie, en fait, avec le système actuel. C'est ce qui se passe. Ah oui, complet. Mais c'est pour ça. L'entrave au plaisir. Il suffit de faire un résumé de même pas 5 minutes et de ne pas le finir pour comprendre que déjà c'est du complet bullshit la comparaison avec 1984. On raconte. Oui, mais surtout venant de la part de gens plutôt droite, extrême droite, quoi. On va y revenir, je te dis. Mais c'est de tout le monde, parce que moi, la comparaison en 1984 et la référence à la novlangue, je l'ai vue de tous les bords politiques, hein, chez les libéraux, chez les gens de gauche, chez les gens de droite conservatrice, etc. Bref, donc, oui, les deux sont obligés de faire des pieds et des mains pour se retrouver et copuler. Ils se connaissent même pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est parce que l'acte sexuel et l'orgasme sont dépeints comme des actes de résistance contre le parti qu'on présente ça comme quelque chose de bien. Mais les deux, avant ça, ne se connaissent pas. Ils sont pas amoureux ou quoi que ce soit. Enfin bref, au bout d'un moment, ils veulent aller plus loin dans leur résistance au système et ils désirent rejoindre la fraternité. Donc c'est une résistance mythique dont ils n'ont entendu parler que grâce à la propagande du parti, mais ils croient quand même que c'est vrai. C'est génial. Enfin bref. Et donc Winston est persuadé qu'un de ses supérieurs, O'Brien, en est. Alors il y a un jour, celui-ci l'invite parce que pour passer chez lui pour prendre une nouvelle édition du dictionnaire de novlangue, parce qu'il trouve que Winston se débrouille bien dans sa réécriture et puis il veut que il commence à mieux apprendre la novlangue, donc il veut lui filer ce dictionnaire. Et donc en passant chez lui, Winston saute le pas, il emmène donc son amante Julia avec lui, et les deux demandent à entrer dans la fraternité. Donc le lecteur capte tout de suite que O'Brien joue le jeu, mais qu'en fait il est heureux de cueillir deux neuneux qui se prennent pour des dissidents politiques. Donc là ça va être l'occasion pour Orwell de présenter un livre qui serait la Bible des résistants de la fraternité, mais qui en fait a été écrite par les membres du parti, et notamment par O'Brien, qui explique plusieurs mécanismes du régime de l'INSOC et le fonctionnement au niveau planétaire, etc. Enfin, surtout aussi balancer quelques trucs sur la vision d'Orwell, sur les rapports économiques, sur ce qui se passe avec la modernisation, etc. Et enfin, la troisième partie va décrire la rééducation de Winston, partiellement par O'Brien d'ailleurs. Elle permet aussi d'élaborer plus avant sur le fonctionnement du régime. Voilà, et le livre finit sur une annexe qui va expliquer les principes de la novlangue, puisque si on se cantonne à ce qui en est dit dans le livre, c'est vrai qu'on comprend pas trop ce que c'est la novlangue en fait. D'accord, alors du coup tu vas nous expliquer ce que c'est la novlangue et quelle est son importance dans tout ça. Ouais. Donc la novlangue, c'est une nouvelle langue, comme le nom l'indique, c'est-à-dire que c'est pas une manipulation de la langue actuelle, c'est pas de la rhétorique. C'est basé sur l'anglais, et donc c'est certains cadres du parti qui cherchent à l'établir pour remplacer la langue courante. À terme, on se dit qu'on va réussir à contraindre totalement la pensée des habitants du pays, et que, en fait, une fois que la novlangue sera complètement installée, il sera impossible de commettre un crime de pensée, c'est-à-dire en gros une hérésie politique. C'est ainsi que l'auteur présente la chose. J'ai vu justement passer il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux une citation attribuée à Goebbels qui tendrait à dire que c'était justement ce que les nazis essayaient de faire un peu au niveau de la réforme du langage, de contraindre la pensée des gens, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas penser autrement que par le nazisme. Alors bon, curieusement, je sais, puisque je suis linguiste, je me suis pas vraiment intéressé à fond sur les réformes linguistiques dans les régimes totalitaires. C'est vrai que il faudrait pouvoir étudier la chose en allemand ou en italien, vraiment, pour bien faire. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai lu le bouquin de Klemperer. Et puis au niveau français, il y a absolument rien de notable, vraiment rien d'intéressant au niveau de la manipulation de la langue. Bah si, après la Seconde Guerre mondiale. Oui, après. Olivier Reboul, il a fait un bouquin qui s'appelle Langage et idéologie, par exemple, oui, où il parle un peu des mécanismes. D'accord. D'ailleurs, il parle de la principalement des choses qui ont lieu, enfin qui sont liées à la rhétorique plus qu'à la manipulation de la langue elle-même. Disons que c'est des particularités rhétoriques qui sont amenées à la fois par l'extrême droite et par l'extrême gauche après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est rhétorique, on n'est pas dans une nouvelle langue, on n'est pas dans un changement. Non, il n'y a pas de novlangue. Oui, tandis que c'est vrai qu'en Allemagne, c'est Klemperer qui va le décrire, on va avoir
tout un changement, une implémentation dans tout le système, enfin tout le langage administratif, un langage technique propre au régime nazi. Après, dans la langue de tous les jours, je pense pas que ce soit notable vraiment. Pour l'Italie, il y a eu une étude qui est parue sur les dictionnaires, qui était intéressante, qui montrait que l'Italie fasciste avait essayé d'enlever une partie des mots d'origine étrangère de ces dictionnaires pendant une période. Là, ça n'a pas eu d'impact en fait sur la langue italienne et sur la façon de parler des gens. Enfin, de mémoire, si, Klemperer parle de nouveaux mots qui vont être justement produits dans la propagande nazie. Oui, dans la propagande, mais ça va pas avoir le temps, en fait, de ça vraiment prendre corps dans la société. Disons qu'Orwell, en fait, il observe ça aussi en Angleterre, donc dans les tomes de correspondance et de publications dont je parlais, là, édité chez Ivrea. Moi, je ferais plus pour parler de Klemperer, je ferais plus un rapprochement avec le développement d'un langage technique. C'est-à-dire que chaque nouvelle chose apporte un langage technique qui va avec. Et vu que la politique c'est mêlé à la société, ça va apporter plein de nouveaux termes, mais à toutes les époques en fait, c'est pas lié. Oui. Mais disons que il y a de la néologie, oui, mais je parlais de ce qu'il observait en Angleterre aussi. Parce que justement, ce qu'il observe à son époque, c'est aussi une destruction du vocabulaire, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup de mots dans le lexique anglais. Et là, j'anticipe un peu. Bon, alors pour revenir donc à la novlangue et à son importance dans le livre et ce qu'elle est réellement, donc au moment du roman en 1984, donc la novlangue elle est réservée en fait à des grands titres de journaux, à l'article principal du journal, quoi. Donc la diffusion elle est vraiment restreinte. Il y a que quelques personnes qui savent vraiment manier la novlangue. C'est encore quelque chose qui est en construction en plus. Et alors je parle de journal et donc il y a quelque chose qui est important à dire et je vais le dire maintenant parce que sinon je vais l'oublier après, c'est que toute la population n'est pas concernée par la politique du parti en fait. Que ça soit la surveillance dont je parlais ou la novlangue. La population d'Océania, elle est divisée en 3 parties. Les prolos, qui représentent en fait 85% de la population, les cadres du parti, qui représentent moins de 2% de la population, et donc les autres membres du cercle extérieur du parti qui vont représenter 13%, et dont Winston et Julia font partie. Les prolos, en fait, ils sont assez peu surveillés. Ils sont carrément vus comme pratiquement des animaux, quoi. Et donc on fait en sorte qu'ils s'entre-dévorent pas, mais on va pas leur appliquer les mêmes lois que aux membres du parti. Voilà. Alors je reviens à la novlangue. Donc, comme je l'ai dit, elle est importante. Elle va contraindre la pensée des citoyens d'Océania pour qu'ils puissent plus penser de choses contraires aux enseignements du parti. Et je trouve que rien que ça, déjà, ça relève d'une certaine prise de position forte de l'auteur, qui serait alors donc, si la citation de Goebbels dont je parlais est juste, qui serait aussi une prise de position de l'appareil nazi, idéologique nazi. C'est une vision du langage qui même moi, je pourrais la comprendre parce que je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de pensée sans langage. Mais ça me paraît, même en étant d'accord sur ce point-là, ça me paraît vraiment exagéré. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on pourrait inventer des nouvelles choses, par exemple. On pourrait inventer des nouveaux concepts si on était complètement contraint par la langue qu'on apprenait. Donc, au contraire, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'être humain est toujours capable d'inventer, malgré des langues parfois assez pauvres. Il est toujours capable d'inventer, de penser à des nouvelles choses. Et donc, il y a quand même une créativité qui est permise. On peut sortir du cadre qui nous est proposé par notre culture et par notre langage. Donc, ça me paraît un peu étrange déjà comme prise de position. Et ce qui est étrange, c'est que en fait, elle est partagée par tous les gens qui parlent de novlangue à notre époque. Mais enfin bon. Donc, le but serait atteint en créant un grand nombre de mots, donc la néologisation dont on parlait, mais d'autre part en détruisant encore plus. Donc le phénomène qu'il avait observé en Angleterre à son époque.
Et cela afin de garantir que les mots utilisés ne réfèrent qu'à des choses qui soient très précises. Et en fait, qu'on perde toute la flexibilité qu'il y a dans notre langage commun. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que j'y reviendrai peut-être plus tard, mais j'ai vraiment envie d'appuyer sur ce point. La flexibilité, c'est ça qui fait qu'il y a un flou dans le langage. Et la plupart des gens qui parlent de novlangue dénoncent justement cette capacité à employer un mot pour un autre. Ce qui est l'exact opposé de la novlangue. Avec la novlangue, on ne peut employer un mot que pour quelque chose de très restreint. Donc c'est assez drôle. Enfin, c'est un hommage assez ironique que ces gens-là font à Orwell. L'exemple que l'auteur donne de rigidité sémantique, c'est avec le mot libre. Et là aussi, je trouve ça ironique, parce qu'en fait, son exemple est difficile à traduire, donc ça prouve aussi la variété qui peut exister d'une langue à l'autre, de la manière de conceptualiser les choses. Enfin bref. Un traducteur français donne l'exemple suivant. Le mot libre ne pourra plus s'utiliser que dans une expression du type « la voix est libre », mais pas pour parler de liberté politique, liberté religieuse, liberté de conscience. Et ça, c'est très important, parce que si la liberté ne peut pas exprimer la liberté politique, alors à ce moment-là, on se demande qu'est-ce que nous disent les gens quand ils parlent de novlangue aujourd'hui et qui réfèrent aux slogans du parti, qui sont, et ça tout le monde les connaît, il n'y a pas besoin de lire les livres tellement ça nous est seriné, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force. C'est pas de la novlangue. Donc les mots de la novlangue, ils rentrent dans 3 classes, A, B et C. La classe A, c'est les mots nécessaires à la vie quotidienne. La classe B, c'est des mots de la vie politique. Et C, c'est un vocabulaire technique. Donc le vocabulaire A, la vie quotidienne, c'est des mots qu'on a déjà, mais dont le sens et le nombre vont être réduits au maximum. Et pour expliquer comment ça va se passer, à ce moment-là, Orwell va présenter la grammaire et ce qu'on appelle la morphologie, c'est-à-dire comment se forment les mots, pour la classe A, mais en fait ça s'applique à la classe A, aux 3 classes, A, B, C. Donc la grammaire de la novlangue, je pense qu'elle vient principalement de l'anglais, en fait, du fait que Orwell est de langue maternelle anglaise, parce qu'il a juste exagéré un processus qu'on retrouve déjà assez fréquemment en anglais. Le fait qu'un mot puisse être utilisé pour une partie du discours différente de ce qu'il est à l'origine. Alors, partie du discours, c'est nom, adjectif, adverbe, etc. Ce qu'on a appris à l'école en grammaire. C'est-à-dire que, par exemple, en anglais, un nom peut être utilisé comme un verbe. Et donc, dans la novlangue, un nom va pouvoir être utilisé comme verbe ou comme adjectif. Et c'est ça qui permettrait une réduction drastique et aussi une limitation du sens des mots utilisés. Alors pour donner un exemple en français, on peut prendre le verbe couper, ça n'existerait plus, et ça serait remplacé par le mot couteau. Et ainsi, donc si je dis Jean coupe du pain, ça donnerait en novlangue française Jean couteau pain. Et du coup, selon Orwell, des usages plus abstraits de couper deviendraient impossibles. On ne pourrait pas, par exemple, couteau la parole à quelqu'un. Les adjectifs et les adverbes seraient créés par simple suffixation, c'est-à-dire qu'on ajoute un bout de mot après. C'est déjà le cas pour certains d'entre eux, y compris en français. Par exemple, vérité, ça va donner véritable ou véritablement. Et c'est grâce à la préfixation et suffixation qu'on peut exprimer l'antonymie, l'intensité. Par exemple, mal, c'est un mot qui n'explique plus, on dit un bien. Et très bien, ça devient plus bien. Et excellent, double plus bien. Donc, abominable, ça va être double plus un bien, quoi. De la même manière, toute irrégularité dans les verbes, par exemple, disparaîtrait. Alors c'est facile pour un anglophone de penser ça. Vous vous souvenez des verbes irréguliers que vous avez appris en anglais à l'école. Bon, bah voilà, il y aurait plus de verbes irréguliers. Mais bon, pour un francophone, c'est déjà un peu plus tendu d'imaginer. Soit c'est le 3e groupe des conjugaisons qui n'existe plus, soit carrément le 2e et le 3e groupe. Bon, c'est un peu difficile à imaginer. On peut imaginer que ça serait comme quand les gamins disent, par exemple, prendu au lieu de pris. Il a prendu quelque chose. Enfin voilà, très rapidement pour ce qui est de la grammaire et de la morphologie. Pour passer au vocabulaire B, comme je l'ai dit, cette classe concerne les mots de la politique, c'est-à-dire ceux qui vraiment visent à contraindre la pensée. Alors ici, ce sont toujours des mots composés et parfois abrégés. Et en cela, Orwell note déjà quelque chose qu'Olivier Reboul va noter plus tard.
le recours de mots composés par les régimes communistes notamment, pour exprimer quelque chose de différent du simple résultat de la composition des mots. C'est par exemple Comintern. Ça vient de communisme et de international, mais le Comintern, c'est pas le communisme international. Ça réfère à une organisation spécifique, bien définie, mais dont on va dire que justement, elle vise à s'accaparer en fait toute manifestation du communisme international. Elle veut représenter à elle seule le communisme international. Alors, on peut prendre deux exemples qui sont des antonymes, crime sexe et bien sexe. Crime sexe, ça réfère à la fornication, l'adultère, l'homosexualité, les perversions et même la sexualité dite normale, pratiquée pour elle-même. Donc quand je dis normal, tout le monde m'a compris, j'ai mis 3 kilos de guillemets de chaque côté pour dire que c'est du point de vue du parti, bien entendu, que nous, à notre époque et dans nos pays, à peu près toute sexualité consentie est normale. Voilà. Alors comme tous ces crimes, toujours du point de vue du parti, sont identiques au niveau de la gravité et de la nature, il y a un seul mot qui suffit pour tous les désigner. Bien sexe va référer, lui, aux rapports sexuels, donc dits normaux, en vue de procréer et sans plaisir physique pour la femme. Alors, j'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément très instruits, qui faisaient un rapprochement avec le point de vue catholique. Et j'aimerais signaler qu'en fait, on a différents mots, déjà, nous, pour la catégorie crime-sexe, parce que, justement, ils sont pas tous, les crimes ne sont pas tous équivalents. Et que dans le catéchisme du mariage, la part belle est faite au plaisir sexuel, et y compris au plaisir féminin. On nous explique que la femme doit, elle aussi, prendre son plaisir dans le mariage. Évidemment, il ne doit pas être poursuivi pour lui-même, mais c'est quand même une part extrêmement importante de la relation conjugale. Tiens, d'ailleurs, en parlant de catholique et de Orwell, est-ce que catho-marxiste, c'est de la novlangue ? Ah, c'est une bonne question, ouais. Est-ce que Jean Robin fait de la novlangue ? C'est ça la question. Bon, ok. Bref. Et pour revenir à mon catéchisme du mariage, pour les mauvaises langues, non, il ne sort pas de ce que ces mauvaises langues appellent l'église conciliaire. Ça date de bien avant. Enfin bon, je vais revenir à Langsoc. Donc, le sens apparemment large de crime-sexe ne l'est pas réellement. En fait, c'est pas que ça englobe beaucoup de choses, c'est qu'il s'agit de ne plus être capable de distinguer autre chose que l'absence d'orthodoxie d'une pensée ou d'une pratique. Tout crime sexe est hétérodoxe et on refuse d'entrer dans les détails. En fait, les nuances, les diversités de l'hétérodoxie, ça nous intéresse pas. Alors, bon, voilà, c'est pour donner un bon exemple, je pense, de la novlangue et du vocabulaire B. Il y a certains mots aussi qui signifient le contraire de ce qu'ils ont l'air de vouloir dire. C'est pas forcément systématique, on l'a vu. Joie-camp, par exemple, c'est le nom des camps de travaux forcés. Et de manière un peu plus rigolote, il y a certains mots qui sont bivalents, c'est-à-dire qu'ils sont positifs quand ils s'appliquent au parti ou à un membre du parti, et négatifs quand ils sont appliqués aux ennemis. Alors par exemple, il y a le duck speak, je sais pas comment c'est traduit, moi je le traduis par parler canard. Cannelangue. Cannelangue, ok. Et donc ça illustre le cas d'un membre du parti, dans le cas d'un membre du parti, son éloquence, la fluidité de son débit de parole, alors que chez un ennemi, donc forcément fictionnel, parce que des ennemis, il y en a pas des vrais, quoi. C'est forcément des séries télé, quoi, les ennemis, à cette époque-là. Ce sera le fait qu'il parle sans même comprendre ce qu'il dit, et qu'il est atteint d'une logorée insensée. Donc les abréviations et d'autres considérations euphoniques relèvent principalement du vocabulaire B aussi, et elles visent à atteindre une autre ère du langage que le sens ou la grammaire, la prosodie. Alors la prosodie, c'est quoi ? C'est le rythme du langage, en fait, l'accentuation du langage. En fait, ce que Orwell dit avec son duck speak et avec son histoire de prosodie modifiée dans le vocabulaire B, c'est que en fait, on arriverait pour lui à parler sans penser, d'autant plus que le langage est inaccentué. Alors l'anglais, c'est une langue qui est très accentuée, et le français est une langue qui est beaucoup moins accentuée. C'est-à-dire que pour les Français, peut-être imaginer l'italien et l'idée qu'on s'en fait, avec le truc à la fin, là, à chaque fois vers la fin de la phrase, ta-la-ta-ta, 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 voilà, c'est de ça quand on parle d'accentuation ou de prosodie. En français, ça va être avec les questions, par exemple. La 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 la.
Bon, c'est une caricature parce qu'en fait, la plupart des questions, on n'a pas cette forme de phrase. Enfin voilà, c'était pour illustrer. Donc pour Orwell, si on a un débit qui va être assez monotone, assez rapide, ce qui est un peu le cas du français justement, la conscience et le cerveau vont être moins impliqués et donc ça va être plus facile de moins penser pendant qu'on parle de sujets qui sont idéologiquement forts. Donc ça va aider à la propagande du parti. Donc au final, un bon cadre du parti doit être capable de parler canard, et avec le cerveau qui est pas du tout mobilisé, c'est juste le larynx et les poumons en gros quoi qui fonctionnent. Et on voit que c'est quand même des conceptions assez curieuses de la part d'Orwell, mais faut penser qu'on est avant la psychologie cognitive. On est encore en plein postulat behavioriste à cette époque-là, donc c'est pas vraiment étonnant. Bon, le vocabulaire C, c'est un vocabulaire technique, plus que scientifique, parce que selon Orwell, la science disparaît petit à petit, puisqu'ils ne sont en fait plus capables de penser de manière créatrice. Et donc, ce sont des termes qui ont un sens extrêmement précis, qui sont réservés à ceux qui en ont l'utilité. Voilà pour la présentation de la novlangue. D'accord. Donc en fait, la novlangue, si je comprends bien, elle est principalement utilisée pour les gros titres de journaux. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on a deux systèmes, la novlangue et la langue normale qui coexistent ? Ou est-ce que la novlangue est présente dans certaines catégories de la population, ou comment ça se passe ? Non, c'est ça, t'as une coexistence entre les deux langues, en fait. Et c'est justement un problème que Orwell pointe lui-même, en fait. Et il va inventer un autre dispositif qui va servir aussi pour d'autres choses dans ce régime politique, ça s'appelle la double pensée. Parce que le gros risque, en fait, c'est de se souvenir du sens primitif des mots. Et donc la double pensée, pour Orwell, il appelle ça aussi contrôle de la réalité. Ça sert aussi donc par rapport à la réécriture de l'histoire dont je parlais. Par exemple, bon, le monde de 1984, je l'ai dit en introduction, il est en guerre perpétuelle, donc entre les trois blocs dont je parlais. Et c'est une vraie guerre, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Je veux dire que les habitants par exemple, Winston et Julia, à un moment, se prennent une bombe. Ils sont dans la rue et en plein bombardement, ils sont blessés par la bombe. Donc il y a des bombardements à Londres comme il y en avait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Donc les alliances entre les trois superpuissances, le truc, c'est qu'elles changent constamment. Mais il faut que l'ennemi, pour la propagande du parti, ça soit un ennemi éternel. Et donc on ait oublié le changement du jeu d'alliance. C'est à un tel point que, à un moment dans le bouquin, il y a les festivités nationales et les alliances ont encore une fois changé, mais juste avant les fêtes nationales. Et donc en fait, les mauvaises affiches ont été imprimées. Enfin, c'est pas les mauvaises affiches, c'est-à-dire qu'il y a des affiches où c'est un tel c'est l'ennemi et un tel c'est l'ami. Mais elles sont mauvaises dans le sens où le jeu d'alliance a changé entre le jour de la fête et l'impression des affiches. Et donc, tout le monde savait que la veille, que l'ennemi, c'était l'allié d'aujourd'hui, etc. Mais malgré ça, les gens vont hurler au sabotage, ils vont dire que c'est la fraternité, justement, qui a changé les affiches pour faire de la déstabilisation politique. Voilà. Donc la double pensée, ça consiste à tenir simultanément pour vrai deux propositions qui sont contradictoires. C'est décrit comme, et ça je crois que c'est une traduction de mon cru, alors il faut pas m'en vouloir si c'est le cas, ça risque de pas être très bon, oublier quoi que ce soit qu'il était nécessaire d'oublier, puis le faire ressurgir de la mémoire au moment opportun, et ensuite de l'oublier à nouveau. Il faut consciemment induire l'inconscience, et ensuite se rendre inconscient de cet acte d'hypnose qu'on vient d'effectuer. Et même utiliser le mot double pensée, ça nécessite de double pensée, car on dit en gros qu'on trafique le réel. Donc il faut l'oublier aussitôt. Il faut oublier qu'on dit qu'on fait quelque chose d'artificiel, en fait. Et c'est ça, la double pensée. Donc il y a d'autres exemples qui sont donnés dans le bouquin, comme par exemple le fait qu'on se dise tout le temps que le parti a libéré les prolétaires, et en même temps il faut diriger les prolétaires parce que ce sont presque des animaux. Et ça a à voir aussi avec le fait que pour le parti, le réel, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de réalité objective. La réalité, c'est ce que le parti dit de la réalité. C'est ce qu'un Delesquin appelle le nominalisme, en gros, quoi. Voilà. Enfin, il y a quelque chose qui est
pas explicitement dit, mais qui tombe sous le sens quand on lit le bouquin, c'est que si tout ce conditionnement est possible, c'est parce qu'il se fait par la force. Il n'y a pas de justice et il y a il y a une surveillance totale tout le temps et il y a un terrorisme d'État. C'est-à-dire que vous savez que si vous pensez pas comme il faut, si vous avez l'air de pas penser comme il faut, vous risquez de disparaître. D'accord. Et donc en fait, en quoi est-ce que tout cela est proche de ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que j'ai un peu du mal à voir le rapprochement. Bah moi aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'au niveau linguistique, déjà, il y a rien. Je vais en reparler, mais dans le détail, il y a rien. Notamment, À part le fait que Bill Gates soit dans ton ordinateur là en ce moment en train de t'écouter et que tu te sentes vraiment mal, je te vois la tête ouverte parce que tu fais en fait un truc vraiment rebelle. ouais, À part ça, tu vois. comme beaucoup de gens sur Facebook ou sur YouTube, Ouais. c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les moyens fournis pour protester, dire ah là là, on est en dictature, on est dans T'as pas peur de 1984. finir dans une ferme de tests de vaccins Ouais. et de propagation de la 5G? Écoute, ça doit être parce que je suis totalement inconscient, comme tous les anti-masques et Mais pourtant, tous les dans anti-5G. Orwell, on est conscient. Hein. Exactement. Non, c'est pour ça qu'il y a vraiment aucun rapport. Et bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a la surveillance en effet, mais de toute façon, puis on pourrait dire aussi que, on va en parler, qu'au niveau linguistique il y a 2-3 trucs, mais enfin, il n'y a pas non plus de réécriture de l'histoire au sens qu'il y en a une dans Orwell, par exemple. On te dit pas que on ne cherche pas à te faire croire de force que je sais pas, l'URSS n'a jamais existé, par exemple. Non, mais c'est sur d'autres choses. Il va falloir que tu réécoutes du Stop Mensonge, toi. Ouais, d'accord, non mais chez les gens normaux, quoi. Sur TF1, etc. On parle de ce genre de choses. Évidemment qu'il y a des tromperies, évidemment qu'il y a des manipulations, mais ça a rien à voir. Et puis, il y a ce que j'ai dit aussi par rapport au plaisir sexuel, ou même par rapport à l'homosexualité. Il n'y a pas de gay pride, dans 1984, hein. Les homosexuels, Bon, c'est pas parce c'est qu'il des s'est crimes planté sexes. sur un point qu'il s'est planté sur le reste. Mais non, mais c'est que ça fait système, tout ça. Et puis, il s'est pas planté. Il a jamais dit qu'il décrivait vraiment le futur, je pense, tu vois. Il a dit, si on continue à avoir ce qu'on a à notre époque, ça va devenir comme ça. Mais on n'a pas continué à avoir ce qu'il avait à son époque, c'est tout. Et j'espère pour lui qu'il en était conscient. Sinon, c'est un idiot aussi. Et ce qui est possible, parce qu'en fait, le bouquin, moi, je le trouve assez médiocre, quoi. Enfin bon, c'est pareil, on n'a pas de Benjamin Griveaux dans 1984, quoi. Le mec qui envoie un selfie de sa tub, non, ça ne marche pas. On a Jean Robin, donc. Non plus, il n'y a pas de rebelle en Polynésie. Donc pour la double pensée, ça fait penser à l'affaire un peu des masques quand même. On nous dit d'abord de mettre que mettre un masque c'est un geste technique, que c'est trop technique et donc tout le monde ne pourrait pas effectuer le geste. Du coup, il est inutile de porter un masque et puis au final on le rend obligatoire. Donc en fait, il y en a là une réécriture, le double pensée là un petit peu, non? C'est pas. À part qu'il y a tout le monde qui se fout de la gueule de Sibeth Ndiaye sur Facebook et puis que elle a été limogée, quoi. Donc Okay. non, parce que dans 1984, t'es tellement obligé de faire semblant d'y croire que t'y crois. C'est ça le truc, vraiment la grosse différence. Et parce qu'il y a une répression en fait, il y a une violence qui est incroyable. Il la met pas. Tu veux dire qu'il y aurait pas les manifs anti-masques partout là Si avec, elles étaient organisées par le gouvernement. Ouais, voilà, mais il y aurait pas les gars qui diraient ah vous avez dit ça, le gouvernement a dit ça la veille et maintenant vous nous prenez pour des Ah ouais, non, ça non. Voilà, c'est que ça pourrait même pas éclore, quoi. Ça pourrait même pas être organisé puisque ça serait étouffé dans l'œuf. Alors après, il y a la novlangue, ce qui m'intéresse le plus, le côté linguistique. Alors moi, j'ai entendu l'inimitable Michel Onfray nous dire que le mot antifasciste relevait de la novlangue. Je crois que c'était sur Thinkerview. Enfin bon, faut dire que Thinkerview, c'est quand même le top du top des vedettes. On va continuer. Au niveau top des top de vedettes, il y a aussi Slate ou Atlantico. Alors ils vont nous dire que les managers, ou alors que la mairie de Paris, ils font de la novlangue, ou quelque chose qui ressemble à la novlangue. On nous dit parfois qu'il s'agit de déconnecter les mots et les choses,
que gestes barrières, distanciation sociale, présentielle, c'est des néologismes orwelliens. Oui, il y a aussi l'infatigable Franck Lepage qui nous raconte qu'Orwell était un prophète, rien que ça, et puis qu'il suffit d'écouter nos politiques pour s'en rendre compte, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi est en fait un plan de licenciement, les syndicats ne peuvent plus lutter selon lui. Ouais. Donc, ouais, ça vaut le coup de faire des ateliers anti-langue de bois pour nous faire croire que... Parce qu'en fait, ce gars-là, il croit à la magie, quoi. Oui, bah comme beaucoup de gens aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si on change le nom des choses, oulala, t'es marabouté, quoi. Mais ça, je l'ai énormément vu passer sur les réseaux sociaux, enfin depuis longtemps en fait. Si tu fais pas attention au sens des mots, c'est ta vie qui commence à changer, c'est le monde qui commence à changer. Ah non, mais c'est sûr que la pensée va être... si tu fais attention à rien, tu vas Oui, avoir non, une mais, pensée caca, mais ça... Enfin oui, non mais enfin, pas plus que celui qui poste ce truc, Bah, quoi. disons que lui, en utilisant le mot de novlangue et en disant que c'est de la novlangue, soit il est idiot, soit c'est un sacré manipulateur. C'est ça le truc. Lui ne fait pas attention au sens du mot novlangue. Parce que les choses dont ils parlent tous là, en gros on a le néologisme, l'euphémisme qui va confiner à l'antiphrase et la perte du sens. Bon, le néologisme, c'est une chose, tu t'en parlais tout à l'heure, pour l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait, que tout le monde va faire. Et par exemple, oui, enfin l'épidémie là de coronavirus, le confinement, etc. Oui, ça aura apporté son lot de nouvelles expressions, mais en fait, c'était inévitable. La situation, elle est pas complètement nouvelle. C'est sûr, il y a eu des épidémies de peste il y a 6 siècles. Je crois qu'il y a eu une grippe ou une maladie assez dans le même type dans les années 70 avec une grosse une frayeur. grippe chinoise aussi, ouais, oui, il me voilà. semble. Ouais. Oui, bah d'ailleurs les gens avaient des masques. Mhm. Je sais pas si j'y suis allé à la perte de liberté à cette époque-là. Ouais, Mais disons que voilà, peut-être que... Enfin, moi ce que j'ai vu par exemple comme exemple qui peut être intéressant, c'est le fait d'utiliser cluster à la place de foyer. Alors on nous interprète le truc, on nous dit c'est qu'on veut pas parler de foyer parce qu'on veut pas parler justement des épidémies de peste, etc. On veut adoucir le propos. On va utiliser un mot étranger. Ça peut être aussi simplement que les gens en fait qui parlent de ces choses-là, au départ c'est des scientifiques et des techniciens dans la médecine, que les publications se font en anglais et donc c'est le sketch des inconnus sur le publicitaire. Ouais, on va se call. Enfin, où il y a tout le temps des mots anglais qui sont utilisés à la place des mots français parce que voilà, on lit des choses en anglais, donc au final on va utiliser des mots en anglais. C'est peut-être ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et je trouve que c'est injuste de faire des spéculations. En fait, il faut faire des études sérieuses pour prouver que oui, ils ont utilisé cluster à la place de foyer parce que ça avait un effet euphémisant. Et puis bien souvent, les gens voient les néologismes chez l'adversaire et puis pas chez eux-mêmes. Par exemple, même un Adrien Abosi va parler de la matrice avec cette ambiguïté entre le sens normal de matrice et le sens lié à tous les délires qu'on peut trouver sur Internet liés au film de Matrix. Les nationalistes vont parler de la Red Pill. Et quand Delesquin parle de superclasse mondiale, là aussi on est bien un petit peu dans un novlangue, non ? Oui, carrément. Enfin, je veux dire, superclasse mondiale, c'est super marqué. C'est un truc qui est apparu à la fin du XXe et qui est à chaque fois issu de la même famille politique. C'est les mêmes gens de la même famille politique qui vont utiliser ce mot. Donc, ouais, en effet, c'est pas une expression commune. C'est un néologisme. Il me semble que c'était Rastier, le linguiste, qui avait bossé sur un projet européen de détection des discours d'extrême droite. Je sais plus si c'était d'extrême droite ou discours extrémiste, mais il me semble que c'était d'extrême droite. Il expliquait que ces gens étaient particulièrement repérables par une chose avant toute, c'était leur production importante de néologismes. Ça me fait rire parce qu'en fait, ce sont souvent ceux-là qui pleurent sur la novlangue, je trouve. Ouais, exactement. En fait, ils dénoncent ceux qui font. Pour revenir au cas de cluster, là, au potentiel découplage désiré entre les pandémies du passé et celles d'aujourd'hui, il est vrai que il y a plein de fois où le néologisme, en fait, il est généré par volonté d'euphémisme. Et c'est un truc, c'est pas à des Français qu'on va expliquer ça. Je veux dire, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec une administration française, ils n'ont pas besoin d'exemples. Je veux dire, même dans le langage courant, tout le monde, IVG, les gens parlent d'IVG. Je sais pas si,
beaucoup de Français n'utilisent pas le mot avortement, ils parlent d'IVG. Ah ouais. Et IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Avec tout le comique de la chose, parce que l'interruption, c'est quelque chose, souvent l'interruption, c'est quelque chose qu'on peut reprendre. Oui. Enfin bon, Un bref. comique Oui, comique. tragique. Voilà, donc IVG, bah c'est quoi en plus un sigle, c'est pas un mot en lui-même quoi. Et ça vient remplacer un mot. Bah là on est en plein dans la novlangue, on va dire par exemple. En fait, c'est quelque chose de très courant et de normal. On va reprendre l'exemple du camp de travail forcé là, qui se dit joie-camp en novlangue. À mon avis, on a là un bon exemple de l'importance de la combinaison novlangue et double pensée. Parce qu'il faut être complètement conscient pour pas voir qu'il y a une arnaque en fait langagière. Il y a personne qui, en y allant, va croire réellement que c'est un camp de la joie, quoi. Non, mais c'est vrai. À moins d'être justement entraîné psychologiquement, mais par la terreur en fait. C'est parce que t'as une trouille encore plus grande que le châtiment d'aller dans ce camp en fait. T'as une trouille totale qui est permanente et c'est ça qui fait que oui, tu réussis à appeler ça joie-camp sans ricaner de mépris pour celui qui te force à appeler ça joie-camp, en fait. Et c'est pareil pour le plan de sauvegarde de l'emploi de Lepage, ou comme c'est l'histoire des masques que tu disais tout à l'heure. En fait, si Lepage, il croit vraiment que les gens, ils sont assez cons pour se faire intégralement bananer, je crois qu'il se trompe, quoi. Je pense J'espère. Bah oui, enfin les gens quand on leur dit plan de sauvegarde, vous allez perdre votre emploi parce qu'il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, les gens ils sont, enfin je veux bien qu'ils soient cons les gens, mais quand même ils le voient qu'il y a un truc, non, ils passent leur temps à dénoncer les arnaques les gens, donc ils le voient bien qu'il y a quelque chose. Donc à mon avis ça relève pas de la novlangue parce qu'il enlève dans la novlangue justement cette composante, toute la composante qui est liée à la double pensée et à la terreur. Et en désignant ça novlangue et non rhétorique. Qu'est-ce que lui il fait quoi? Il fait de la rhétorique ou de la novlangue? Et j'aimerais rajouter que personne n'a forcé Disney à réintituler son film Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 petites personnes de petite taille. Ouais, une dédicace à Cro-Blanc. Ouais. Ouais, il y a plein d'exemples comme ça, oui, en effet, où on remplace pas homme de ménage par technicien de surface ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, c'est juste des euphémismes, et c'est un procédé qui est bien connu en rhétorique. Je vais donner un autre exemple. Survival of the fittest. La survie du plus apte. Ça, c'est un exemple qui est donné par Pichot. En fait, il s'agit pas de la survie du plus apte. Il s'agit de la mort des moins aptes. Parce qu'il n'y a pas d'évolution si tout le monde survit. Donc c'est quand on dit la survie du plus apte, c'est faux. On parle de la mort des moins aptes. Mais bon, c'est moins sexy que la survie du plus apte. Enfin, et après, on veut nous faire croire que le darwinisme n'a rien à voir avec l'eugénisme. Nommer quelque chose d'une certaine manière, en fait, c'est la base quand on veut défendre un point de vue. Je vais vous lire le stratagème 12 de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, dont la première édition date de 1831. Un stratagème 12. Choisir des métaphores favorables. Si la conversation porte autour d'une conception générale qui ne porte pas de nom mais requiert une désignation métaphorique, il faut choisir une métaphore favorable à votre thèse. Par exemple, les mots serviles et liberales utilisés pour désigner les partis politiques espagnols furent manifestement choisis par ces derniers. Le terme protestant fut choisi par les protestants ainsi que le terme évangéliste par les évangélistes, mais les catholiques les appellent des hérétiques. On peut agir de même pour les termes ayant des définitions plus précises. Par exemple, si votre adversaire propose une altération, vous l'appellerez une innovation, car ce terme est péjoratif. Si vous êtes celui qui fait une proposition, ce sera l'inverse. Dans le premier cas, vous vous référerez à votre adversaire comme étant l'ordre établi, dans le second cas, comme préjugé désuet. Ce qu'une personne impartiale appellerait culte ou pratique de la religion serait désigné par un partisan comme piété ou bénédiction divine, et par un adversaire comme bigoterie ou superstition. Au final, il s'agit là d'un petitio principii. Ce qui n'a pas été démontré est utilisé comme postulat pour en tirer un jugement. Là où une personne parle de mise en détention provisoire, une autre parlera de mettre sous les verrous. Un interlocuteur trahira souvent ses positions par les termes qu'il emploie. De tous les stratagèmes, celui-ci est le plus couramment utilisé, et il est utilisé d'instinct. L'un parlera de prêtre, là où un autre parlera de ratichon. Zèle religieux égale fanatisme. Indiscrétion ou galanterie égale adultère. Équivoque égale salace. Embarras égale banqueroute.
par l'influence et les connexions égale par les pots de vin et le népotisme, sincère gratitude égale bon paiement, etc. Oui, incidemment, en ce qui concerne les réformes de la langue proposées par l'Académie, elles sont plutôt là pour simplifier la langue en se débarrassant de ce qu'elle considère être, alors à tort ou à raison, des aberrations, et on voit mal comment la suppression de certains accents circonflexes pourrait appauvrir les capacités intellectuelles de la population ou nous entraîner vers un régime totalitaire. Alors que justement, en fait, si on veut enlever la difficulté dans l'orthographe de la langue française, c'est pour justement niveler, pour égaliser et faire en sorte que l'accès à la langue française écrite et d'une manière variée avec un vocabulaire riche soit possible par tous. Ouais, voilà. Et d'arrêter cet esprit de caste qu'il y a et qui transparaît, bon, qui me dérange pas du tout puisque ça m'avantage, j'ai une très bonne orthographe, mais qui transparaît par la maîtrise de l'orthographe. Bon. Pour ce qui est de la déconnexion des mots et des choses, qui est la chose qui revient le plus souvent aussi avec l'euphémisme, je vois mal à quoi ça réfère. Parce que, alors on va me dire que je suis de mauvaise foi, mais en fait la connexion entre un mot et une chose, elle est principalement sociale. Alors ça, quand je dis ça, à chaque fois les gens se mettent à hurler, mais c'est pourtant vrai. En fait, oui, il y a un dictionnaire qui est là pour instruire cet acte social, et parfois tranché en cas de litige, mais c'est parce qu'une communauté de locuteurs utilise un mot que ce mot a un lien avec quelque chose en dehors du langage. Et c'est parce qu'elle reconnaît l'autorité du dictionnaire qu'elle veut bien l'utiliser pour arbitrer. Il faut savoir que les Français, ils ont un rapport très particulier par rapport à la langue et par rapport au sens des mots. Du fait qu'on a l'Académie française et qu'on a des dictionnaires qui sont créés par cette académie depuis plus longtemps que tout le monde, en fait. Il y a des gens, ils n'ont pas d'académie, quoi. Pour la langue anglaise, il n'y a pas d'académie de la langue anglaise et les dictionnaires ne sortent pas d'une entité telle que notre académie de la langue française. Donc les Français sont très prescriptivistes et donc ils s'imaginent, alors en plus quand on ajoute à ça les discussions philosophiques, les oppositions entre réalisme et nominalisme, etc., les gens s'imaginent que le sens des mots vient du ciel, quoi, en fait, quelque part. Il vient de la nature, ou il vient de Dieu, etc. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça vient, comme je l'ai dit, d'une communauté qui se met d'accord pour utiliser un mot de telle ou telle manière. En fait, même chez les pros, même chez les philosophes ou chez les linguistes qui sont spécialistes de la chose, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le sens, c'est une chose qui va fonctionner de la même façon dans tous les cas. Et en fait, il y a peu de chances qu'on construise et qu'on utilise, et même qu'on ait acquis de la même manière le sens des mots chien, berger allemand, race, voiture, communisme, liberté. J'ai choisi tous ces mots pas pour rien, parce que en fait, il y a des rapports différents avec la réalité, justement, avec le monde matériel. Le berger allemand, par exemple, c'est quelque chose de très défini, beaucoup plus que chien, parce qu'il peut y avoir des nouvelles races de chiens. Tandis que la race berger allemand, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme et qui est vraiment très spécifique, qu'on peut définir, je ne sais pas si on peut le définir avec un génotype, mais on pourrait en tout cas avec des définitions serrées, on pourrait dire ce que c'est. Race, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est naturel, comme chien. Mais en fait, la race, c'est quelque chose qui peut varier selon les cultures. On le voit bien d'ailleurs avec ce qu'on essaye de nous faire gober en ce moment, les histoires de race blanche, race noire. C'est pas en ces termes-là qu'on a réfléchi traditionnellement en Europe, hein, du moins en Europe continentale. Donc on a du mal à importer ce conflit qui vient des États-Unis, en fait. À Hitler, fallait pas lui dire que les Français et les Allemands c'était la même chose, quoi. Ça lui aurait fait mal au cœur. Communisme, c'est pareil, ça a une définition qui est encore plus sujette à débat, surtout quand on est en train de critiquer le communisme avec des adeptes du communisme. Ils vont vous dire que le stalinisme n'était pas un communisme, pour certains d'entre eux, ou que le maoïsme n'était pas un communisme. Et là, on a du mal à voir comment ça tomberait du ciel, en fait, ou comment il y aurait une entité communiste qui serait préexistante au mot et à l'idée. Voilà. Est-ce que la Corée du Nord, par exemple, elle est communiste avec son discours suprémaciste racial? Bon, ça c'est une
question qui reste ouverte. Et liberté, alors ça on n'en parle pas, parce que la liberté pour un catholique, c'est antinomique de la liberté pour un libéral. Et c'est quelque chose qui, une fois qu'on a débarrassé quelqu'un d'une chaîne et d'une cellule, qui est assez difficile à instancier physiquement. Donc pour parler de dénaturation du sens, il faut être capable d'identifier la nature du sens. Et ça, j'ai bien peur que personne n'en soit encore capable. Et ça, je le dis en tant que mec qui a étudié la question du sens et qui a lu des travaux. Je veux dire, moi, j'ai pas la prétention de savoir ce qu'est la nature du sens, mais personne ne l'a en fait. Personne de sérieux ne l'a. Donc il y a certains qui vont parler de perte du sens sur certains mots spécifiques, mais en fait, il s'agit justement de la perte d'un sens et de l'apparition d'un nouveau, qu'on ne veut pas accepter par rigueur ou pour des raisons idéologiques ou que sais-je encore. Des fois, oui, le contenu sémantique du mot va vraiment s'appauvrir, mais c'est de toute manière quelque chose qui existe et sans intervention d'un pouvoir politique qu'on peut observer, y compris à des échelles des échelles temporelles assez rapides. Terriblement, par exemple, on va dire terriblement drôle ou efficace, on va pas dire affreusement drôle ou affreusement efficace de la même manière. Terriblement, on perd le sens de la peur d'être effrayé pour juste parler de l'intensité. L'aspect négatif va juste disparaître et laisser la place à l'aspect d'intensité. Après, bon, je vais pas trop me griller parce que sur les exemples que je pourrais donner après en ce qu'on appelle décoloration ou blanchiment sémantique, je vais parler surtout de choses qui relèvent de mon sujet, donc si je commence à devenir technique, donc on va tout de suite pouvoir deviner qui je suis, donc je vais éviter. Mais par exemple, je peux dire que les noms de parties du corps, avec le temps, dans beaucoup de langues, sont devenus des prépositions spatiales. Ça, c'est Sotérias Vorou qui a travaillé sur ça. Et puis, après, il y a quelque chose qui est juste une partie du sens, la connotation. La connotation, c'est l'affect qui va être véhiculé par un mot, par exemple. Ça va changer. Condescendre, ça a une connotation positive jusqu'au 19e siècle. C'est à partir du 19e siècle et à partir des résurgences, des luttes entre, on va dire, la populace et une certaine aristocratie ou une certaine bourgeoisie qui va vouloir tendre à remplacer l'aristocratie. C'est avec la résurgence de cette lutte-là, égalitaire, que on va commencer à prendre condescendre pour quelque chose de connoté négativement. Et donc maintenant, en français, quand on va insulter quelqu'un, on lui dit qu'il est condescendant. Alors qu'en fait, même encore pour un catholique aujourd'hui, la condescendance, c'est quelque chose de positif, puisque Dieu condescend en étant gentil avec nous. Bref. Mais j'aimerais qu'on fasse un exercice rapide. On va prendre deux mots qui ressortent du domaine de la politique, et on va voir ce qui est arrivé à leur sens. Alors, on va commencer avec un de mes préférés, facho ou fasciste. À ton avis, ça veut dire quoi, fasciste ? Toi, t'es historienne en plus. Ouais, régime politique italien des années 30-40. Ouais, ça commence avant. Même, oui, non ? un peu avant, années 20-40. Et oui, mais enfin là déjà, il y a des historiens qui vont être d'accord pour étendre le mot à tous les régimes autoritaires de droite, selon... C'est un débat d'historiens. Ouais. Non, mais il y en a qui le font. Oui, mais c'est un débat d'historiens. C'est une Aujourd'hui, discussion, ça existe. Aujourd'hui, il y en a pour qui Emmanuel Macron est fasciste. Oui, bah écoute, les ravages... Ou Marine Le Pen. Ouais. Remarque ça, si on prend Hitler comme fasciste avec la SA... et il y avait un grand entourage... Je pense qu'on a réduit fascisme à l'aspect politique, enfin à l'aspect populiste, et en fait, quand on dit que Marine Le Pen est facho, c'est qu'elle est à moitié populiste, elle est démagogue, elle est suivie avec ses trucs... Non, moi je crois que facho, ça veut juste dire vilain pas beau, quoi. Ouais, ok. Oui, c'est vrai, remarque pendant le blocage... Ouais. Et... alors, c'est assez drôle parce que, justement, quand je lisais Orwell, à la sortie de la guerre, il se plaint déjà de ça. Du fait que le sens du mot fasciste est en train de se désintégrer complètement et que fasciste sert à désigner n'importe quoi. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, on a une entreprise... C'est quelque chose qui a été voulu, en fait. C'est les communistes qui ont fait ça. Et les communistes ont désigné leur adversaire comme étant des fascistes.
Donc quand il voulait se débarrasser de quelqu'un, il le traitait de fasciste, il prouvait pourquoi c'était un fasciste. Et donc il paraît que ça s'appelle la technique du salami, ça en fait. Tu découpes ton opposition en petites tranches, tu prends le bout qui est le plus à droite, et tu dis bah tiens ça c'est un fasciste. Là hop tu t'en débarrasses, tu recoupes le coup qui est le plus à droite en disant ah bah ça c'est un fasciste, etc. etc. Et donc tu fais en sorte de gauchiser le débat. Ça c'est marrant, c'est pareil. Gauchiser c'est quelque chose qui n'existait pas il y a pas si longtemps et à l'opposition de droitiser. Enfin bref. Donc ici, fasciste, c'est la déviation du sens du mot fasciste, c'est quelque chose qui a été fait exprès par les communistes à partir de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Même peut-être un peu avant, de ce que j'ai lu. Ils exagéraient déjà dès la création des fronts antifascistes, l'époque du Front populaire, etc. On va prendre un deuxième mot maintenant. Ah mais ça, ah oui, j'ai un son pour ce mot. Donc le mot, ça va être nationaliste. Natio. Et donc là, bah, on va faire autre chose, c'est-à-dire que on va écouter des nations parler de nationalisme. Et voilà, alors c'est un son qui a été pris récemment sur Internet. Vous allez peut-être reconnaître de qui il s'agit, mais j'ai accéléré un peu les voix pour pas me faire striker. Allez, on y va. Est-ce que, bon, c'est une question que je te pose, parce que tu vis plus longtemps dans le pays pour me répondre, mais il y a un peu un conflit avec les pays environnants ou une indifférence Bah, à Sofia, on a des contacts avec des nations bulgares. Donc voilà, on peut à Sofia, on s'est déjà fait des soirées avec des nations, très sympa, on se sent bien avec. Ouais. Mais en fait, leur vision du truc, c'est pas du tout la même vision qu'on a. Eux, ils veulent récupérer la Macédoine du Nord, ils veulent récupérer une partie de la Roumanie. Enfin, c'est des conflits où on s'en fout, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. l'intérêt, quoi. Ouais, c'est pareil, en Roumanie, ils veulent récupérer la Moldavie. Les Serbes, c'est pareil, les Croates, c'est pareil. Enfin, surtout les pays des Balkans. Les pays des Balkans, c'est comme ça, quoi. On va récupérer ça. Enfin, c'est des histoires de frontières, des histoires, des conflits entre Européens, quoi. Ouais, surtout que maintenant qu'ils sont dans l'Union Européenne, c'est impossible. Comment veux-tu, comment comptent-ils la récupérer? Faire une guerre, mais à part ça, faire une guerre contre la Macédoine, enfin, ça, non, ouais. c'est inimaginable. C'est ridicule, ouais. Voilà, donc une grande démonstration et très intellectuelle de ce que c'est que le nationalisme à l'heure d'aujourd'hui. On voit qu'on est loin de ce qui se passe il y a un siècle, quoi. 14-18, on est très loin de ça, là, au niveau nationalisme. Et là, il y a quand même... je veux dire... ça n'a plus rien à voir, c'est... Oui. Il me semble. Il y a une perte du sens ou une déviation du sens, on est d'accord, là. Oui, tu vois même pas pourquoi ils utilisent le mot nationaliste, en fait. Ouais, c'est intéressant. Bah, moi, je pense que c'est parce que, en fait, c'est la même population. C'est ceux qui étaient avant des nationalistes, mais qu'ils ont changé au fur et à mesure de doctrine, ils ont changé au fur et à mesure de point de vue. Et ils ont gardé le nom de nationalistes, tout en changeant le contenu de la doctrine, parce que eux ont changé de croyance, quoi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc là, c'est l'inverse de ce qui s'est passé avec fascistes, enfin, du moins un miroir. C'est-à-dire que c'est eux qui ont changé leur propre... le sens de leur propre nom. Ou à moins qu'il y ait eu une infiltration par des méchants... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les petits jeunes qui, soi-disant, prennent la relève, tout ça, machin, ils gardent la même... l'étiquette, quoi, alors qu'en fait, ils pourraient... changer, enfin. Mais parce qu'ils veulent se mettre étiquette. dans une filiation, peut-être. Et puis parce qu'il y a des éléments qui restent, c'est ce que Wittgenstein, le deuxième Wittgenstein, appelle une ressemblance de famille. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont différents, mais il y a quand même... Oui, ils sont fachos, c'est des vilains méchants. Ouais, il y a pas que ça, il y a aussi que c'est dans ces milieux-là que tu vas retrouver des gros cons obtus, racistes, etc. Misogynes. Oui, puis qui vont adhérer à certaines visions qu'on appelle conspirationnistes aujourd'hui du monde, etc. Donc, qui vont garder et transmettre un certain corpus sinon d'idées, au moins de textes. Donc non, il y a une continuité. D'ailleurs, la preuve qu'il y a une continuité, c'est qu'ils se font pas botter le cul par les vieux. Parce que quand t'as Roland Elie qui invite Conversano à Synthèse Nationale, c'est bien que eux la voient, la continuité. Je crois que le truc qui m'a plus choqué, c'était
Alain Soral chez L'Action française. l'Action française. Ouais, c'est sûr. Enfin bon, l'Action française, c'est les mecs qui chantent la Marseillaise et qui sont réalistes, donc Oui, voilà, déjà. ils sont immunisés. Eux, ils ont la double pensée, y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut pas parler de novlangue. En fait, il s'agit tout simplement de manipulation des mots et de changement du réel. On peut considérer à juste titre que dans les deux cas, il y a un abus de langage, mais si cet abus se généralise, il y a fort à parier que cela deviendra un usage accepté par tous dans quelque temps. Et quand un nouvel abus de langage se fera sur cet usage normalisé, les gens de même caractère apparaîtront alors, probablement, pour nous parler de perte du sens, encore une fois. On peut donner d'autres exemples qui sont moins évidents et moins politiques. Par exemple, détonner et dénoter, peut-être. Oui, voilà. Donc, sortir de la bonne intonation et par conséquent chanter faux, au figuratif, ne pas être en harmonie avec, ça c'était détonner. Et maintenant, les gens disent ça dénote. Alors que la dénotation, bon, bref, c'est autre chose, c'est la désignation. Il y a le mot manichéen, moi que j'aime bien, parce qu'il y a plein de gens qui fustigent la perte de sens, qui parlent des autres qui sont des gros ignorants, qui ne font pas attention au sens des mots, etc., et qui utilisent manichéen dans un sens qui est étendu, figuratif. Parce que non, les gens ne croient pas en ce système duel avec deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal, etc., quand on dit qu'ils sont manichéens. Est-ce que aussi tous les gens qui utilisent à l'instar de, au lieu de, à l'inverse de... Ah ouais, bon, c'est sûr que c'est des grosses tâches, mais voilà, si à un moment, à l'instar d'eux devient à l'opposé d'eux, c'est comme ça que ça va se passer, puis c'est tout. C'est comme ça que ça se passe depuis des siècles et que ça se passe dans toutes les langues. C'est quelque chose qu'on peut regretter, mais c'est inhérent au langage. C'est pas inhérent à la Ve République ou à la démocratie voilà, c'est quelque chose qui a toujours existé. La preuve, j'en veux pour preuve qu'on reprochait déjà aux jésuites de trafiquer le sens des mots, d'être duplices. Et d'ailleurs, certains anticléricaux que j'ai croisés sur les réseaux sociaux comparent le système de 1984 au système catholique. Ce qui est vachement pertinent. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, t'avais raison. Alors, je vais vous faire une petite citation du mythe jésuite de Leroy, où ça va parler de la restriction mentale. Alors, la restriction mentale, ça serait la technique qu'ont les jésuites pour... c'est une sorte de taquilla, c'est pour mentir sans mentir, en fait. Donc, citation. La restriction mentale, analyse Salgue, consiste à se créer son propre dictionnaire, afin d'appeler homme un cheval et cheval un homme, d'entendre par le mot obol un ducat et réciproquement. Avec cette méthode, rien ne vous arrête plus, et vous ne trompez personne, car vous n'êtes pas plus obligé de vous servir du dictionnaire des autres, que les autres de se servir du vôtre. Voilà, fin de citation. Le mot même de jésuite, il a changé de sens, avec le temps. Encore une citation du mythe jésuite de Leroy. Le vocable de jésuite avait d'ailleurs très anciennement le sens d'hypocrite. Avant même la création de la compagnie, le mot jésuite signifiait faux Jésus, pharisien et hypocrite, dans le vocabulaire de la théologie morale dès le XVIe siècle. Les jésuites, et d'abord Canisius en Allemagne, reçurent tardivement cette appellation dans son acception ambivalente. Au Moyen-Âge, le jésuitat est celui qui, au ciel, deviendra un autre Jésus. Puis, par glissement sémantique, il désigne celui qui imite Jésus, mais par fourberie. Ignace de Loyola lui-même, qui ne connaissait que des compagnons, a ignoré cette dénomination. Les jésuites l'ont reçu en lui donnant une valeur positive par un renversement de signes assez fréquent dans l'histoire de la langue. Fin de citation. En effet, on a d'autres exemples comme ça où on va adopter la désignation donnée par l'ennemi, en fait, pour se désigner soi-même. J'avais même lu un article dans Contrepoint où il disait que les gens qui s'appelaient capitalistes s'appelaient capitalistes du fait de l'accusation marxiste. En fait. Je sais pas si c'est réel. En tout cas, il semblerait que cette accusation de perte du sens soit quelque chose de présent depuis longtemps. Et c'est en fait autant une arme politique ou idéologique que la manipulation du langage par procédé rhétorique, à visée politique ou idéologique. Je répète, accuser l'autre de changer le sens ou de dévier le sens,
c'est comme d'utiliser certains mots, le stratagème de Schopenhauer dont on nous a parlé tout à l'heure. C'est un stratagème de rhétorique. Alors que c'est quelque chose que tout le monde fait, on va pointer ça chez l'autre pour nous faire sentir qu'il fait quelque chose de pas bon, en fait, qui a une arnaque. C'est un vilain méchant, Voilà, un facho. Un facho. Ou un gauchiste, Ou un maintenant, gauchiste. comme on dit. Ouais. Et enfin moi, en ce qui me concerne, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à me méfier dès que j'entends, perte du sens, dénaturation du sens, ou novlangue 1984. Je me dis, aïe, ça y est, on est en train de justement d'essayer de me vendre un truc. Et j'aime pas trop. C'est comme les phrases qui commencent par on sait très bien que. Quand il y a quelqu'un qui commence à vous dire on sait très bien que, ou tout le monde sait bien que, c'est un truc que j'ai identifié longtemps comme étant une embrouille de première classe. Faut tout de suite vous interroger si, en effet, on sait tous très bien que. Parce que généralement, c'est pas le cas. Voilà. Il y a des mots, des phrases, moi, que j'ai appris à envisager comme des indicateurs d'embrouille. Eh ben, novlangue, perte du sens, ça en fait partie. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, pour conclure, sur quoi s'ouvre ce roman? Parce que je pense que ça peut être une petite touche d'humour final, un petit... Ah oui. Donc, ben, comme je l'ai dit, en fait, Winston écrit son journal. Et il parle de ce qu'il a vu au cinéma. Et il a été traumatisé par la vision d'un film où, en fait, on voit l'armée, donc de son État, bombarder des migrants dans la Méditerranée. La Grèce, quoi. Et il y a des images qui sont données, qui sont très crues, où on voit le migrant souffrir, etc., tout ça, machin, et normalement, donc, le spectateur est censé se féliciter de cette éradication du migrant dans la Méditerranée. Je crois en effet que c'est une bonne conclusion. Une bonne conclusion.